15 heures sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Renforcement des mécanismes nationaux de protection de l'enfance, un atelier organisé par le ministère de la Femme en collaboration avec l'UNICEF. Et les États-Unis déclarent la fin de la guerre à Gaza malgré des violations continues du cessez-le-feu. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a parrainé une cérémonie de remise de matériel et de support pédagogique offert par l'agence Sovereign Carbon Agency. La cérémonie qui s'est déroulée au Kripen a vu la participation de Koran Abdi Jama, chargé de projet et de relations public de la dite agence, des hauts cadres du MENFOP et de chefs d'établissement scolaire. La directrice générale du Kripen, Roda Mahmoud, a prononcé un mot pour poser le cadre de la cérémonie. Puis Mme Koran Abdi s'est dit honorée de remettre au MENFOP des milliers de sacs à dos, des kits scolaires et des livrets pédagogiques. L'occasion pour elle de rappeler que cette activité s'inscrivait pour son agence dans la vision éclairée et de l'engagement du président de la République en faveur de la jeunesse et du développement durable, conformément aux objectifs de développement durable qui sont si chers à la Sovereign Carbon Agency qui assure la transition écologique à Djibouti. Koran Abdi a brièvement souligné les nombreux projets à impact tels que la protection de l'environnement en coopération avec de nombreux ministères et notamment le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Elle a conclu ses propos en rappelant l'étroite corrélation entre la préservation de l'environnement et l'éducation qui sont deux piliers indissociables au développement durable. Le ministre de l'Éducation a remercié l'agence Sovereign Carbon Agency pour ce précieux don qui profitera aux enfants des écoles. Puis il s'est arrêté un long moment sur l'intérêt des livrets offerts pour l'occasion qui vise à éveiller la curiosité, nourrir la fierté nationale et former des ambassadeurs de l'environnement capables d'agir pour protéger nos villages et nos paysages. À l'issue des interventions officielles, le ministre et la chargée de projet de Sovereign Carbon Agency ont procédé à la remise symbolique des lots de matériel et support pédagogique aux chefs d'établissement participant à la cérémonie. Suivant l'intervention de la chargée de projet de l'agence Sovereign Carbon, Koran Abdi Jama. C'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de cette belle cérémonie au Kripen pour la remise de sacs à dos, kits scolaires et livrets pédagogiques. Avant toute chose, je tiens à exprimer au nom de la SCA notre gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour sa vision éclairée et son engagement en faveur de la jeunesse et du développement durable. La Sovereign Carbon Agency s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Notre mission est très claire, traduire les objectifs de développement durable en actions concrètes pour assurer la transition écologique de Djibouti. Alors, nous travaillons en coopération avec différents ministères dans la réalisation de projets à impact, tels que ceux relatifs à la protection de l'environnement, sous la tutelle du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Donc je profite de l'occasion pour remercier Monsieur le ministre pour sa collaboration et son appui sur les différents programmes de reforestation des mangroves, de gestion de déchets, de protection des tortues et plein d'autres. Mais nous savons que la responsabilité environnementale passe par l'éducation et que pour préserver notre environnement, il faut le connaître. Grâce au ministère de l'Éducation, ces sacs à dos, kits et livrets pédagogiques sont un encouragement à la réussite des élèves et surtout un levier de sensibilisation pour éveiller les consciences écologiques dès le plus jeune âge. L'éducation et la préservation de l'environnement sont deux piliers pour nous indissociables pour le développement durable. C'est un principe partagé avec Monsieur le ministre que je tiens à remercier chaleureusement pour son implication et sa confiance à travers nos nombreux partenariats dans toutes les régions de la République, que ce soit de l'électrification solaire, aux garderies, aux équipements, et plein d'autres à venir, Inch'Allah. Suivant également l'intervention du ministre de l'Éducation nationale qui a remercié l'agence Sovereign Carbone pour ce précieux don. On l'écoute. La biodiversité linguistique rapproche donc l'élève des familles et valorise bien sûr nos cultures.
Elle facilite également l'appropriation du contenu par les enseignants, les élèves et les parents, faisant de l'éducation environnementale une affaire de toute la communauté. Au-delà de la transmission des connaissances, c'est livré, et vraiment j'insiste là-dessus, à une ambition citoyenne. Et cette ambition citoyenne, c'est éveiller la curiosité, mais également nourrir la fierté nationale et former les ambassadeurs de l'environnement capables d'agir pour protéger nos villages et nos paysages. Nos enseignants, Inch'Allah, joueront un rôle clé avec l'accompagnement des inspecteurs et grâce à leur engagement, chaque leçon deviendra une expérience concrète ancrée dans la réalité djiboutienne. Ces projets s'inscrivent donc pleinement dans la mission de notre système éducatif et dans la vision du chef de l'État, former des citoyens conscients, responsables et engagés pour un développement durable, juste et inclusif. En remettant aujourd'hui ces livrets, nous ne distribuons pas des simples objets, nous sémons des grains d'espoir, Inch'Allah, de connaissances et d'engagement. Nous préparons une génération prête à protéger la nature exceptionnelle de notre pays et bâtir avec fierté un avenir durable. Dans l'actualité également, le ministère de la Femme et de la Famille, sous la conduite de la ministre de la Femme et de la Famille, Mouna Ousmane Adan, a organisé un atelier national consacré à la présentation des résultats de la protection de l'enfant. Cet atelier a vu la participation de la directrice de la famille et des représentants des institutions publiques, des partenaires techniques et financiers, notamment l'UNICEF et des acteurs de la société civile. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du renforcement des mécanismes nationaux de protection de l'enfance et vise à faire le point sur les progrès réalisés, les défis rencontrés et les perspectives à venir pour garantir un environnement sûr et protecteur à tous les enfants du pays. Les résultats présentés au cours de l'atelier ont mis en lumière le renforcement davantage du cadre juridique et institutionnel de la protection de l'enfance, soutenir également les mécanismes communautaires de la protection de l'enfance et assurer une meilleure coordination entre les secteurs concernés. Et les participants ont également formulé des recommandations concrètes pour accroître la prévention et améliorer la prise en charge dans le cadre du futur plan national de protection de l'enfance. Suivant l'intervention de la représentante de l'UNICEF. Permettez-moi de saluer l'engagement constant du ministère de la Femme et de la Famille qui a initié et porté cette plateforme depuis sa création avec une volonté affirmée de structurer les interventions de protection dans une approche multisectorielle. L'UNICEF a soutenu la mise en place de la plateforme pour la protection de l'enfant dès ses débuts, convaincu qu'elle constitue un outil fondamental pour garantir une réponse coordonnée, adaptée et centrée sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Aujourd'hui, la plateforme sert de cadre de référence pour le système national de gestion des cas. Elle permet de garantir que chaque situation signalée bénéficie d'une analyse partagée, d'un plan de réponse fondé sur les droits de l'enfant et d'une mobilisation cohérente des acteurs compétents. Car une situation de protection ne peut être gérée par une seule institution ni par une seule personne. Elle nécessite la mise en commun des services spécialisés, d'expertise médicale, psychosociale, juridique, communautaire, selon la gravité, la complexité ou la spécificité du cas. Cette approche est d'autant plus cruciale pour les enfants en rupture familiale, en mouvement, sans documents ou exposés à des formes d'extrême, de violence ou d'exploitation. Écoutons également l'intervention de la ministre de la Femme et de la Famille, Mouna Ousmane Adan. Cette réunion s'inscrit dans un calendrier stratégique puisqu'elle prépare la réunion annuelle du Conseil national de l'enfance, placée sous la présidence de Monsieur le Premier ministre. Ce rendez-vous national sera l'occasion de dresser un bilan des politiques menées et fixer les priorités à venir et de garantir une coordination optimale entre les différents partenaires de l'action publique. Ce faisant, nous nous inscrivons dans la ligne droite du décret présidentiel qui réaffirme solennellement l'engagement de la nation en faveur de la protection de l'enfance.
Ce texte fondateur et renforce notre cadre d'action, consolide les missions des services ministériels, précise les responsabilités de chaque acteur et fixe les objectifs clairs en matière de prévention, d'accueil, d'accompagnement et de respect des droits de l'enfant. Ce décret nous rappelle en outre que chaque enfant confié à la protection doit être accompagné avec humanité, compétence et constance. Il nous rappelle encore que derrière chaque dossier, il y a une vie, une histoire, une vulnérabilité et nous devons le traiter avec plus de savoir-faire possible. Sur cette base, nous devons aujourd'hui faire le point sur la mise en œuvre des mesures adaptées lors de notre dernière rencontre, identifier les difficultés rencontrées sur le terrain, notamment en matière de coordination interinstitutionnelle, et surtout consolider les propositions que nous porterons collectivement lors du Conseil national. Mesdames et messieurs, notre rencontre de ce matin se tient dans un contexte où, malgré les efforts déjà consentis, des enfants restent encore exposés à diverses formes de violence et de négligence. Ces réalités nous interpellent et exigent de nous des réponses concrètes, coordonnées et durables. Et dans le dossier de cette édition, à Djibouti, la géothermie n'est plus un simple projet, mais une réalité en construction. 10 ans après sa création, l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique, l'ODEG, s'impose comme un acteur clé de la stratégie nationale, des laboratoires modernes, des ingénieurs hautement qualifiés et une volonté politique forte. Bref, tous les ingrédients pour faire de cette ressource un pilier de l'indépendance énergétique du pays. Regardez, c'est un document de la rédaction. 10 ans après sa création, l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique s'impose comme un acteur central de la stratégie énergétique nationale. Sous l'impulsion d'une volonté politique forte, l'institution a su structurer son action autour des compétences locales, d'infrastructures modernes, d'une vision claire, faire de la géothermie un pilier de l'indépendance énergétique de Djibouti. Créé en 2014 par décret présidentiel, l'ODEG avait pour mission de valoriser le potentiel géothermique du pays, encore largement inexploité à l'époque. 10 ans plus tard, les résultats sont là. L'Office dispose d'aujourd'hui des laboratoires géoscientifiques de pointe. Géothermie wuxuu galaa ka shaxda dheer leh oo waa wax la yiraahdo 10 sano projet quraata markuu hawlgalayo géothermiga maalinta uu hawlgalayo. La géothermie est une affaire de longue haleine sur laquelle nous avons consenti énormément d'efforts. Son développement nécessite des compétences pointues, des personnels hautement qualifiés. Aujourd'hui, nous comptons 172 ingénieurs spécialisés dans divers domaines des sciences géothermiques. Cette réussite n'aurait pas été possible sans une volonté politique forte, portée et dirigée par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a-t-il expliqué, Dr Kayad Moussa Ahmed, directeur général de l'ODEG. Nous sommes encore au début et ce que la géothermie peut apporter à Djibouti avec l'engagement continu des autorités, les compétences que nous avons su développer, nous avons toutes les cartes en main pour transformer notre potentiel en réalité énergétique et économique. L'ODEG s'est également doté des laboratoires géoscientifiques modernes, essentiels pour appuyer ses missions d'exploration, de développement, ses infrastructures regroupant plusieurs spécialités clés, notamment la géophysique, la géologie et la biologie, permettant une analyse complète multidisciplinaire du sous-sol djiboutien. L'Office investit activement dans la recherche scientifique, l'appui avec pour objectif de mieux comprendre les caractéristiques des réservoirs géothermiques, d'optimiser les forages, de garantir une exploitation durable des ressources. Ces laboratoires jouent un rôle stratégique, non seulement dans le soutien aux projets en cours, mais aussi dans les formations des futurs experts nationaux en géosciences. Nos laboratoires sont à la fois des centres de recherche, d'innovation, de transfert de compétences, a souligné le responsable technique de l'ODEG. Depuis que je suis à l'ODEG, j'ai pu bénéficier de plusieurs formations, des formations de longue durée en Islande, 6 mois, UNUGTP, et 1 mois au Kenya pour une formation de courte durée. Toutes ces expériences m'ont permis d'acquérir des connaissances sur la géochimie, c'est-à-dire comment estimer la température du réservoir, l'origine de ces fluides et comment donner des informations géochimiques dans la géothermie. Dans mon service, il y a des ingénieurs, des docteurs
Et surtout, nous sommes 50% de femmes dans mon service géochimie. Dans le laboratoire géochimie, nous avons acquis des équipements. L'objectif de ces équipements, d'avoir ces équipements dans nos laboratoires, était tout d'abord de minimiser le temps parce qu'à chaque fois qu'on envoyait à l'étranger, ces temps ils nous prenaient beaucoup plus de temps. Au cœur de cette réussite, l'ODEC a également mené des campagnes de forage d'exploration sur plusieurs sites stratégiques des pays, notamment dans les zones volcaniques. Fiale, Assal, Hanlé, Grabis. Ces travaux ont permis de confirmer l'existence des ressources d'exploitation à grande échelle, ouvrant la voie à des projets de production à l'énergie renouvelable. En parallèle, l'ODEC travaille en étroite collaboration avec des partenaires internationaux dans le cadre des coopérations bilatérales et multilatérales, renforçant ainsi la capacité et la place de Djibouti dans les réseaux régionaux et mondiaux dans l'énergie propre. J'ai eu l'opportunité de travailler dans plusieurs projets de prospection géophysique, dans plusieurs domaines d'exploration, notamment l'exploration d'eau potable, l'exploration géothermie, et dans les ressources minières, même pétrole, même dans le domaine du pétrole. Mon rôle actuel, c'est la gestion des études de terrain, la supervision des équipes, l'analyse des données géophysiques, mais aussi l'intégration de nouvelles technologies. Notre labo géophysique dispose de 5 ingénieurs géophysiques bien formés, qui ont reçu des formations de court terme et long terme. Certains de nos ingénieurs aujourd'hui sont en train de faire leur doctorat au Japon, par exemple. Personnellement, j'ai réalisé diverses formations dans le domaine d'exploration, dans plusieurs pays, surtout dans le domaine d'exploration géothermie, comme Islande, les États-Unis, Kenya, Japon, et même en France pour faire des formations sur certains équipements géophysiques. Dans un contexte où les enjeux climatiques et énergétiques sont plus pressants que jamais, Djibouti se positionne en exemple sur le continent africain grâce à la géothermie. Le pays entend réduire drastiquement sa dépendance aux énergies fossiles, importer et garantir un accès durable et abordable à l'électricité pour l'ensemble de sa population. Paris, en voie de réussite, l'ODEC incarne aujourd'hui une ambition nationale, celle d'un développement ancré dans les réalités du pays, tourné vers l'innovation, la souveraineté et l'environnement. Dans l'actualité également, dans le cadre du projet national Last Mile, la centrale d'achat des médicaments et des matériels essentiels a lancé une opération de distribution trimestrielle de médicaments, matériels médicaux et consommables à destination de la région d'Arta. Après les étapes réussies dans les régions de Dikil, d'Ali Sabié, de Tadjoura et de Bok, les équipes de la CAM, sous la direction du directeur général Hassan Abdelrahman, a poursuivi sa mission logistique dans la région d'Arta. Cette étape au chef-lieu a marqué le lancement d'une tournée logistique coordonnée visant à approvisionner l'ensemble des postes de santé de la région. Accompagnées des autorités régionales, les équipes de la CAM ont assuré la livraison des produits médicaux dans les structures sanitaires, y compris les localités les plus enclavées, grâce à une planification rigoureuse et une coordination étroite entre les directeurs nationaux et locaux. Cette opération a permis de desservir efficacement toutes les structures sanitaires de la région, notamment à Ouéa, Omar Djaga, Karta, Laïta, Damerjog, Chebelle, Douda et Omar Ounéa. Les livraisons ont été réalisées en un temps record, illustrant l'efficacité du dispositif mis en place et l'engagement des équipes sur le terrain. Et le projet Last Mile incarne la volonté du gouvernement de garantir un accès équitable et durable aux soins de santé, en particulier dans les régions souvent marginalisées, et grâce à une logistique performante, une stratégie de distribution bien pensée et une collaboration étroite avec les autorités locales. Cette opération renforce la capacité des structures sanitaires à répondre aux besoins essentiels des communautés. Écoutons à présent l'intervention du directeur général de la CAM du ministère de la Santé. Nous sommes aujourd'hui à la préfecture de Arta où nous clôturons notre tournée de Last Mile. Nous avons commencé par Tadjoura,
poursuivi à Obor. Par la suite, nous sommes partis à Dekhil, puis à Ali Sebih et aujourd'hui, nous clôturons notre tournée à Arta. Je remercie Monsieur le Préfet ainsi que les autorités de la région. Je remercie aussi le médecin-chef avec qui nous avons coordonné cette activité. Comme vous pouvez le constater, nous avons livré les médicaments sur tous les postes de santé comme nous avons fait pour les autres régions. Donc, nous avons 4 circuits. Donc, il y aura un circuit qui va partir vers Demerjoug, Douda et Alion. Un autre circuit à Wea, PK51, Karta jusqu'à Alion. Et Omar Djaga aussi. Donc, merci Monsieur le Préfet, merci de nous avoir reçus. Et écoutons également l'intervention du préfet de la région d'Arta, Hassan Dabelé, qui a déclaré que l'arrivée des équipes de la CAM dans la région d'Arta témoignait d'une volonté forte de rapprocher les services de santé des citoyens où qu'ils se trouvent. Cette opération logistique menée avec rigueur et professionnalisme renforce la capacité des structures sanitaires à répondre aux besoins essentiels des populations, notamment dans les zones rurales. Le préfet a salué cette initiative du ministère de la Santé qui s'inscrit pleinement dans la vision d'un développement équitable et inclusif en matière de santé. Le ministère de la Santé, en collaboration avec l'hôpital régional de Tadjoura, a organisé cette semaine un atelier d'introduction du vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Cet événement d'envergure marque une étape cruciale dans la lutte contre cette pathologie qui constitue un grave problème de santé publique à Djibouti. L'atelier a réuni des professionnels de la santé, des autorités locales, des responsables éducatifs pour aborder l'ampleur du cancer du col de l'utérus dans le pays. Les discussions ont mis en évidence l'urgence d'agir compte tenu du taux de mortalité élevé associé à cette maladie, en particulier chez les femmes non dépistées à temps. Une formation approfondie a été dispensée au personnel médical afin de les préparer à la future campagne de vaccination. Parallèlement, des actions de sensibilisation communautaire ont été menées, soulignant l'importance d'une approche inclusive et participative. L'atelier a également bénéficié de la forte implication des autorités locales, au premier desquelles le préfet de la région, Mohamed Ahmed Abbas, ainsi que le directeur général de l'éducation, Ahmed Hamadou. Leur engagement a été salué comme un levier fondamental pour garantir l'adhésion des communautés à cette campagne de santé publique. D'ailleurs, les 9 ans, nous les avons dans l'enseignement de base. Et les 14 ans au moyen secondaire. Et le reste, nous les avons à cheval entre 2 entités. Moi, je dirais, tout d'abord, ravi de connaître ça. Et encore, ravi qu'il y ait aussi une prévention des jeunes filles saines, adolescentes, et encore aussi, gageant que monsieur le directeur général du système de santé, que nous serons à vos côtés pour ce projet, pour cette action. Écoutons à présent l'intervention du docteur Dimbio, médecin-chef et directeur de l'hôpital de Tadjoura. Et ces cancers d'une infection sexuellement transmissible, mais qu'on peut éviter. Si on ne peut pas l'éviter par un traitement, parce que c'est très coûteux, le traitement, il a parlé de 2 millions à 6 millions, ce n'est pas donné à tout le monde. Et en plus, on dit que c'est une maladie des gens qui sont pauvres, mais qui nécessitent les moyens des riches. Donc, toutes ces statistiques, la seule chose qui nous est utile et accessible, c'est la prévention. La prévention, on doit la faire à 3 niveaux. D'abord, éviter les rapports sexuellement transmissibles, les rapports précoces. Après, faire le dépistage. Et la troisième, qui est la vaccination. Donc ici, aujourd'hui, c'est pour introduire les vaccins anti-HPV. Le vaccin anti-HPV, ça a été introduit dans plusieurs pays. C'est un vaccin qui coûte cher, mais que les partenaires ont mis à disposition du ministère de la Santé, donc de la République de Djibouti. Ces vaccins seraient introduits et nous avons besoin des leaders communautaires, des chefs de quartier, de la société civile pour que ces vaccins puissent être une réussite. Donc on aura besoin de vous, on aura besoin de votre engagement. Certes, ça ne coûte pas grand-chose, mais il faut de l'engagement. Si nous, on n'est pas engagé, ce sera difficile de mettre ces vaccins en place. C'est juste pour que vous puissiez être à nos côtés lorsqu'on va introduire ces vaccins. Et avant d'introduire ces vaccins, on essaie de vous expliquer pourquoi on veut faire ces vaccins.
Et de son côté, le préfet de la région de Tadjoura, Mohamed Hamad Abbas, a rappelé que cet atelier marquait le début d'un tournant historique dans la santé des femmes à Djibouti en amorçant une politique vaccinale à fort impact. On écoute le préfet. Qui a été vraiment un exposé bien clair. Il nous a démontré que plus de 54 femmes sont mortes en République de Djibouti, pas ailleurs. L'origine de ces maladies, qui est due à la sexualité, c'est une maladie qu'on peut prévenir. Et c'est là l'objectif de cette réunion aujourd'hui, c'est pour pouvoir atteindre l'ensemble de la population de la région de Tadjoura. Ceci dit, la prévention étant la sexualité, et qu'il y a aussi un vaccin pour pouvoir se protéger. Il me semble que le tranche d'âge de 9 à 14 ans, c'est là il faudra en premier lieu faire un état des lieux et de là couvrir l'ensemble de cette population qui sont vulnérables à cette maladie. Encore une fois, merci. Et nous restons à Tadjoura, qui a officiellement lancé des activités de la semaine nationale dédiée au sport et à la santé pour tous. La cérémonie d'ouverture a débuté par une grande marche populaire, partie de la préfecture et s'arrêtant à la Corniche, où se sont déroulées plusieurs activités sportives, dont une démonstration de natation, discipline dans laquelle notre région, donc la région de Tadjoura, excelle particulièrement. Tout au long de la semaine, une diversité d'activités sportives et culturelles dirigées par les professionnels du sport prévues, incluant des compétitions inter-établissements, des jeux traditionnels ainsi que des ateliers thématiques. La semaine se clôturera par une nouvelle marche populaire suivie d'une conférence générale autour du thème sport et santé en présence des autorités civiles, militaires, religieuses, et un planning d'intervention médicale est mis en œuvre dans l'établissement scolaire du chef-lieu. Des séances de sensibilisation animées par des professionnels de santé porteront sur le thème du lien entre sport et santé, activité physique ou service du bien-être. Elles s'adresseront aux élèves et aux enseignants de l'ensemble des établissements du moyen secondaire de la région de Tadjoura. La direction régionale de l'éducation adresse ses sincères remerciements au conseil régional de la préfecture pour son soutien constant et indéfectible dans l'organisation de cette semaine porteuse de valeurs citoyennes, éducatives et sanitaires. Ceci pas. Pour avoir un corps sain, il faut être toujours en mouvement, il faut toujours faire du sport. Donc, cette semaine est importante pour inculquer aux élèves l'importance de sport, pour expliquer que le sport est la base, est une base très importante pour avoir une bonne santé. Donc, comme vous pouvez le voir, la santé est mobilisée. Tous les personnels sont là. Nous, de notre côté, on va essayer de profiter pour faire la détection des enfants qui ont des problèmes d'acuité visuelle, des problèmes d'audition et s'il y a aussi d'autres problèmes de santé tout au long de la semaine. Donc, on espère que cette semaine sera profitable pour ceux qui ne comprenaient pas l'importance de le sport. Et direction Ali Sabié, où la semaine nationale de la pratique des activités physiques bénéficiant à la santé mentale et corporelle s'est déroulée dans la région du 19 au 23 octobre dernier. Au début de la semaine, la cérémonie de lancement a eu lieu au collège d'Al-Rahma. Et après avoir déclaré ouverte cette semaine, les membres de l'inspection régionale ont fait une tournée de supervision dans l'école bilingue et les écoles de base d'Ali Sabié 2 et 3. L'ensemble des établissements scolaires de cette région ont mis en place des activités sportives diverses, pratiques de sport collectif, football, handball, marche à pied et athlétisme, autres pour les élèves, ateliers de sensibilisation également sur les bienfaits de la pratique régulière des activités sportives et les méfaits des drogues de toutes sortes ont été organisés au profit des étudiants et des équipes médicales de l'hôpital régional conduites par le docteur Ahmed Absié et le directeur général ont participé fortement à cette semaine en sillonnant l'établissement, notamment les écoliers, les collégiens et les lycéens. Les autorités de la région, comme le préfet Abdelmalik Mohamed Benoïta et le président du conseil régional, Charmak Hassan, ont honoré également de leur présence
la cérémonie de clôture de cette semaine nationale qui s'est déroulée au collège d'enseignement moyen de la ville. À l'issue de cette cérémonie de clôture de la semaine nationale sport et santé, le directeur régional a exprimé sa satisfaction à l'égard de tous les chefs d'établissement scolaires et des professeurs d'éducation physique pour toutes les activités organisées relatives à cette semaine en question. Actualité régionale à présent, la Commission de l'Union africaine a annoncé la signature d'un protocole d'accord stratégique avec l'Union africaine de la jeunesse visant à renforcer le rôle des jeunes dans le développement durable et la prise de décision sur le continent africain. La signature a eu lieu lors d'une cérémonie officielle en présence du président de la Commission, Mahmoud Ali Youssouf, ainsi que de dirigeants de l'Union et de représentants de la jeunesse africaine, marquant une étape importante pour soutenir l'agenda 2063 de l'Union africaine qui met l'accent sur l'autonomisation et la participation active des jeunes dans tous les secteurs économiques, sociaux et politiques. Cette collaboration s'inscrit dans le cadre d'une série d'initiatives lancées par la Commission de l'Union africaine ces dernières années visant à créer un environnement favorable aux jeunes Africains pour diriger des projets de développement et contribuer à la réalisation de la vision Afrique 2063. Sharjah accueille cette semaine le plus grand forum d'investissement de son histoire, rassemblant plus de 10 000 participants issus de 142 pays à travers le monde. Le forum, qui se tient au centre des conférences et d'expositions Al-Jawahir, met l'accent sur l'alignement des stratégies d'investissement mondial avec les objectifs de développement durable, tout en soulignant le besoin de combler le déficit de financement mondial qui dépasse 4,2 billions de dollars pour atteindre ces objectifs d'ici 2030. Cet événement représente une opportunité stratégique pour les pays de la région de mettre en valeur leur capacité d'investissement, d'attirer les investissements étrangers et de renforcer la coopération économique avec leurs partenaires internationaux dans le cadre des efforts des Émirats visant à consolider leur position de centre mondial du commerce et de l'investissement. Et enfin, les États-Unis ont annoncé aujourd'hui que la guerre dans la bande de Gaza est officiellement terminée, appelant le gouvernement israélien à respecter pleinement l'accord de cessez-le-feu et l'échange de prisonniers entré en vigueur il y a 2 semaines. Le président américain a souligné que la situation à Gaza exige l'engagement total de toutes les parties pour maintenir la stabilité dans la région. Malgré cette annonce, plusieurs rapports indiquent que l'armée israélienne a commis plusieurs violations du cessez-le-feu depuis son entrée en vigueur, menaçant ainsi la continuité de la trêve et augmentant les inquiétudes sur la sécurité dans le secteur. Les experts internationaux mettent en garde contre le risque de nouvelle escalade et insistent sur le fait que les solutions diplomatiques et politiques restent essentielles pour éviter une catastrophe humanitaire plus grave. Fin de cette édition, merci à vous de nous avoir suivis.